Bonsoir à tous. Du coup, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour le dernier rendez-vous du musée de la saison qui recommencera en septembre pour un nouveau cycle et ainsi de suite jusqu'à la réouverture au moins. Même principe qu'aux autres séances, vous avez des œuvres originales qui sont accrochées. Ces œuvres aussi ont été choisies puisque ce sont celles que Clémence a restaurées. Elle va vous en parler dans quelques minutes. Du coup, je suis désolée, avec la chaleur, j'ai des idées qui s'embrouillent un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas, vous les avez peut-être déjà un petit peu regardés à la fin de la conférence, vous pourrez y jeter un œil à la lumière de ce que Clémence vous aura donc présenté. N'hésitez pas également à lui poser des questions. Elle aime passionnément son métier et c'est un puits de science. Et donc je vous la présente quand même, donc Clémence Fargue, qui est conservatrice et restauratrice de tableaux, qui a travaillé plusieurs actions qu'elle a pu faire pour le musée de Guéret. C'est vous alors? Alors, je suis à Saint-Amand-Montrond dans le sud du Cher. Ah oui? Donc à 1h15. Votre atelier est à Saint-Amand-Montrond? Oui, c'est bien ça. Bien. Je laisse la parole à Clémence et vous souhaite une bonne conférence. Merci Florence. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je pensais un petit peu organiser les choses de la manière suivante. Donc d'abord vous expliquer mon parcours et le métier, donc de manière un petit peu théorique aussi, expliquer ce que c'est la conservation et la restauration. Et puis après aborder le contexte d'une restauration au sein d'un musée. Et après le concret de vous parler des restaurations des 3 tableaux que vous avez ici dans la salle. Alors comme j'ai dit, je suis Clémence Fargue, je suis diplômée d'un Master 2 en conservation et restauration d'œuvres d'art que j'ai obtenu au sein des Instituts Saint-Luc à Liège et à la Sorbonne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, excusez-moi, quand je me mets pas en route. Ce Master permet d'être habilité à travailler pour les musées de France et travailler aussi pour les monuments historiques, mais je travaille aussi pour les particuliers, les antiquaires et les assurances. J'exerce ce métier depuis 2011. J'ai d'abord commencé en tant que collaboratrice dans un atelier pluridisciplinaire qui était situé dans le nord de l'Allier, pour qui j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans, ce qui m'a permis aussi d'acquérir beaucoup plus d'expérience et le côté pluridisciplinaire, d'avoir un côté très enrichissant d'autres spécialistes. Et depuis 2016, je suis installée à mon compte en tant qu'indépendante, donc à Saint-Amand-Montrond, comme je vous le disais, madame, dans le sud du Cher. Alors, le but du métier, c'est de préserver l'intégrité esthétique et historique d'un bien culturel, donc du plus ancien au plus récent et du plus modeste au plus précieux, dans le respect de la déontologie de la profession. Alors, dans la déontologie, en fait, s'axe sur trois règles importantes au niveau du métier. Il s'agit donc de la lisibilité des interventions de restauration qu'on effectue sur une œuvre, la stabilité concernant les matériaux qu'on va utiliser. Il ne s'agit pas d'amener sur une œuvre des matériaux non stables qui vont entraîner des dégradations, mais plutôt qui vont vieillir ensemble et s'accorder ensemble. Et la réversibilité, c'est-à-dire que toutes les actions de restauration qui sont effectuées sur les tableaux peuvent être enlevées pour retrouver l'état du tableau initial. Donc, que ça soit une retouche de peinture, on peut l'enlever, retrouver la peinture d'origine, un doublage, etc. Alors, en conservation-restauration, donc il y a plusieurs pôles. Il y a d'abord le pôle de l'étude et du diagnostic de l'œuvre, qui est vraiment primordial avant toute intervention. C'est-à-dire de prendre l'œuvre, de l'observer et d'examiner pour comprendre quelles sont les altérations, à quoi elles sont dues, et de trouver après le protocole le plus adéquat. Le terme conservation, lui, regroupe toute action directe et indirecte sur l'œuvre. Donc on a la conservation qui est dite préventive, c'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper les conditions de l'œuvre pour pas que celle-ci se dégrade. Donc ça va de contrôler l'humidité d'un lieu, la température, mettre une vitre de protection devant une œuvre si besoin.
Et on a aussi tout ce qui est la conservation curative, c'est-à-dire stabiliser une œuvre de façon à ce que celle-ci ne continue pas à se dégrader. Donc plusieurs opérations se regroupent dans cette conservation curative. Ça peut être le traitement insecticide sur par exemple un châssis qui est infesté avec des insectes qui viennent le manger. Donc on va venir traiter ce châssis par différents moyens, de l'anoxie, c'est une privation d'oxygène, ou par traitement chimique, de façon à stopper cette dégradation. On peut avoir aussi le cas de conservation curative pour les moisissures, pour des pertes de matière de couche picturale qu'il faut venir consolider de façon à stopper toute dégradation. Et après vient la phase donc, de tout ce qui est restauration. Donc là, c'est l'action de remettre en valeur un ou des messages, que ce soit esthétique, historique ou fonctionnel. Donc par exemple, ça va être lorsqu'il y a une lacune de couche picturale dans un tableau, ça va être de le mastiquer, donc de le boucher et de venir faire une retouche. Cette intervention-là n'est pas nécessaire pour préserver l'œuvre, mais permet de lui rendre un esthétique et une lisibilité. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Ça va? Alors, comment se passe une restauration au musée? Un petit instant, s'il vous plaît. Oui. Quand vous parlez de lisibilité, c'est une lisibilité pour un spécialiste qui peut voir où est la restauration, oui, voilà, c'est ça? C'est ça. En fait, on dissocie vraiment l'intervention du restaurateur de ce qu'a fait le peintre. Oui. Donc en fait, par exemple, une retouche, elle est dite illusionniste quand on retouche un tableau sur une zone de lacune. Oui. Donc effectivement, en voyant un tableau, on ne voit pas la retouche, mais sous certaines lumières ou certains examens, on peut définir où est l'intervention du restaurateur, ou après, selon un œil peut-être d'un autre professionnel qui du coup sera peut-être un peu plus aguerri pour définir l'emplacement. Visibilité par un professionnel, c'est ça? Et ou par des moyens d'examen. Oui, c'est ça. Alors, donc du coup, au musée, comment ça se passe donc, quand le musée décide de faire restaurer une œuvre? Donc tout d'abord, il doit rétablir un cahier des charges. Donc si je me trompe, Florence me reprendra. Mais donc, dans ce cahier des charges, ils expliquent pourquoi ils veulent faire restaurer l'œuvre. Donc est-ce que c'est de l'entretien des collections? Est-ce que c'est pour un départ d'une œuvre pour une exposition? On a vu du coup qu'il y avait des choses à stabiliser, à conserver. Ils expliquent les interventions qui sont souhaitées. Donc en fait, ils ont établi déjà un premier constat d'état et un premier diagnostic de l'œuvre pour dire, voilà, on a vu qu'il manquait des petites écailles, qu'il y avait des problèmes de tension, donc on aimerait bien que le restaurateur propose ces opérations-là dans son traitement. Ainsi qu'un planning prévisionnel des interventions, parce qu'effectivement, si le tableau doit partir en exposition, il faut que la restauration soit faite dans des délais impartis, de façon à ce que le tableau puisse être exposé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le cahier des charges? Des pièces, en fait, quand on répond à un cahier des charges, donc je vais finir d'abord par le cahier des charges, les pièces attendues pour qu'ils puissent étudier notre réponse, c'est-à-dire le CV, les références, diplômes, ça fait partie aussi du dossier. Et ils mettent aussi donc, dans le cahier des charges les annexes, donc le constat d'état avec des photos qui permettent aussi déjà une première approche de l'œuvre avant qu'on vienne là-bas. Donc après ça, le cahier des charges est diffusé à différents restaurateurs, que ce soit par mise en concurrence ou par appel d'offres. Et donc du coup, le restaurateur vient voir au musée l'œuvre pour pouvoir justement voir ce qui a été vu par l'équipe du musée et potentiellement attirer l'œil sur certains problèmes que peut-être l'équipe n'avait pas vus et qui serait peut-être important de traiter pour la bonne conservation de l'œuvre. Donc du coup, le restaurateur fait une proposition de traitement et un devis donc financier qui soumet donc, du coup, au musée. Le musée, via toutes ces propositions faites par les restaurateurs, va les passer en commission pour savoir justement à qui ils vont attribuer le marché. Une fois que l'attribution du marché est faite, l'œuvre est restaurée soit in situ ou soit en atelier, selon si l'œuvre peut être transportable, selon s'il y a beaucoup d'opérations, enfin voilà, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et donc du coup après c'est l'étape de restauration et une fois la restauration terminée, on ramène l'œuvre avec un rapport qui accompagne l'œuvre. En fait le rapport, c'est un petit peu le carnet de santé de l'œuvre. Le restaurateur va marquer déjà l'état de l'œuvre avant restauration, toute la problématique, tous les problèmes que l'œuvre avait et tout le traitement qu'on a apporté sur l'œuvre. Donc, c'est-à-dire le choix des produits, la concentration, et tout ça est illustré par des photos.
Donc des photographies en cours de nettoyage, de dégagement de repeint. Voilà, tout ça c'est agrémenté pour en fait avoir le suivi de la restauration. Ce suivi-là va toujours accompagner l'œuvre et permettra s'il y a un accident ou même dans 50 ans, 100 ans, s'il y a quelque chose, de savoir ce qui a été fait et de pouvoir du coup apporter une restauration en fonction des produits déjà utilisés. Donc ça c'est assez important, surtout quand il y a des travaux de dérestauration à faire, de savoir effectivement, ah bah tiens, c'est tel adhésif qui a été utilisé pour une pièce collée au revers, donc je sais que cet adhésif, je peux l'enlever de telle manière avec tel produit. Alors que quand on n'a pas ces données-là, effectivement, il y a plus de tests à effectuer au niveau du traitement. Ça va pour le moment, je ne vous ai pas perdu. Alors, je vais vous présenter donc, la restauration de 3 œuvres. La première, c'est le portrait des Woodware de Fernand Cormon, qui lui a bénéficié d'une restauration complète, donc du tableau et du cadre. Et après, je vous parlerai de la restauration du tableau d'Alfred Smith et d'Armand Guillaumin, qui eux, c'était plus des traitements de conservation plus ponctuels, un en but de stabiliser l'œuvre et l'autre parce qu'il y avait juste quelques petites déformations et des petites reprises à faire pour qu'il soit exposable là où il a dit. Alors, le portrait de Fernand Cormon, donc Fernand Cormon qui est né en 1845 et mort en 1924. Donc il a peint le portrait de François-Élie Goudet en 1875. Donc les dimensions de l'œuvre, mais du coup vous les voyez, je les avais notées, sont de 54,7 sur 47,5 avec le cadre. Alors le cahier des charges qui avait été transmis pour cette campagne de restauration, c'était donc de conserver et restaurer le tableau et le cadre en vue d'une exposition qui a eu lieu au mois de décembre à la bibliothèque de Guéret. Je ne sais pas si certains ont pu la voir à ce moment-là. Donc vous voyez déjà le tableau, une photo du tableau avant restauration. Alors tout d'abord, il y a un constat d'état que j'ai établi, un constat d'état sur l'œuvre, comme je vous expliquais, pour savoir les matériaux qui constituent et la problématique. Donc on peut voir, par exemple, que là on a affaire à une toile qui est tendue sur un châssis mobile. Un châssis mobile, c'est-à-dire que c'est un châssis auquel on peut rectifier la tension via le système des clés que vous trouvez dans les angles. En fait, en tapant sur les clés, ça permet de réécarter les montants du châssis et d'assurer du coup la tension de la toile. Donc le châssis était en bon état, il n'y avait pas de trou d'insectes xylophages, il était juste encrassé, mais ça c'est normal, parce qu'au bout d'un moment, les tableaux prennent l'encrassement. Le jeu de clés était complet, et par contre, elles n'étaient pas sécurisées, c'est-à-dire qu'il y a rien qui les bloque dans leurs encoches, donc elles peuvent, si ça bouge un petit peu trop, tomber, et du coup engendrer quelques dégradations. Ça, on verra dessus peut-être plus tard. Au niveau du support de toile, donc la toile, c'est une toile de lin qui était tissée à angle droite. C'est un sauté, un pli, c'est un tissage classique en fait. Elle ne présentait pas donc de déchirure ni de crevaison, mais sa tension était un petit peu faible. Donc ça crée un petit peu de vagues au niveau de la couche picturale. Et en général, c'est pas bon parce que s'il y a des vagues, vous pouvez avoir des décollements de couche picturale à long terme. Ce qu'il y avait aussi au revers du tableau, c'est ce qu'on appelle des scrupules. C'est des menus gravats et de la poussière qui s'accumulent entre la toile et le châssis, ici en partie basse, forcément par gravité. Et en général, ça crée vraiment une belle accumulation en partie basse avec des déformations. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent engendrer des écailles, des fissures et des pertes de matière, et même dans certains cas des crevaisons de la toile. En musée, on a moins ce cas-là, mais en église, comme beaucoup de gravats tombent, ça crée vraiment des crevaisons et les gravats retombent via la place de la toile. Au niveau de la préparation des couches picturales, donc en fait, c'est la préparation, donc c'est la sous-couche, c'est la couche qui est entre la toile et la peinture. Elle était de couleur blanche. Et la couche picturale, en fait, elle présentait des gravures prématurées. Alors, on ne voit pas très bien avec la lumière, mais en fait, les gravures prématurées, c'est lié à un défaut de séchage de la peinture qui va venir se craquer de manière assez rapide et laisser transparaître, je ne sais pas si vous voyez là, la préparation sous-jacente. Donc, ça fait vraiment un réseau de gravures blanche. Elle présentait aussi quelques petites lacunes sur le côté, qui en fait résulte du frottement du cadre contre la couche picturale du tableau. Ça, c'était pour la couche picturale. Et au niveau du vernis, ce qui était la problématique majeure, un vernis très
voir l'épaisseur du vernis. Plus la fluorescence est opaque, plus le vernis est épais. Et aussi son oxydation. Plus cette fluorescence est opaque et plus le vernis est oxydé. On voit aussi son côté très hétérogène. On voit des parties très vertes et d'autres moins vertes. On voit vraiment ces couleurs, mais qui étaient déjà visibles à l'œil nu, même sans examen sous ultraviolet. Et cet examen permet aussi de savoir si le tableau présente des anciennes retouches. Alors là, c'est pas le cas, mais ça fait en fait comme des petites pastilles noires parce que le rayonnement UV est absorbé par ces retouches. Donc voilà, c'était vraiment la grosse problématique à traiter. Donc ce vernis très hétérogène, ces grosses coulures qui gênaient visuellement. Au niveau du cadre, c'est un cadre en bois doré qui présentait aussi quelques dégradations, donc un encrassement de surface. Et toute la moulure, la frisure qu'on retrouve à l'intérieur du cadre présentait des lacunes. Vous voyez donc des manches de cette frise qui étaient soit repeintes de couleur dorée pour essayer de cacher un petit peu l'enduit qui apparaissait. Ou soit, on voit ici une lacune fluorescente, il y a la peinture dorée qui vient cacher un peu la misère. Donc voilà pour le cadre. Voilà, donc je reviens à la feuille. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Donc ça, c'était le constat d'état. Au niveau du traitement, est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Au niveau du traitement, alors sur le support, compte tenu de sa conservation qui était quand même plutôt bonne, il a juste fallu faire un nettoyage. Donc enlever les scrupules que je vous expliquais en partie basse du châssis. Donc là, on vient avec une petite spatule très plate pour venir déloger ces scrupules. Vous voyez, donc vous retrouvez vraiment de la poussière, des petits morceaux de plâtre, des petits cailloux. Vous trouvez quelquefois des choses assez surprenantes d'ailleurs au revers des tableaux. Donc il y a eu ce traitement-là, le traitement du châssis aussi par prévention. En fait, avec l'application d'un fongicide et un insecticide, de façon à ce que le bois ne soit pas attaqué ultérieurement par des insectes xylophages. Donc ça, c'était le traitement du support, avec le décrassage aussi du revers de la toile. Au niveau de la couche structurale, donc dans un premier temps, pour enlever ce vernis, il faut d'abord au préalable faire un nettoyage de ce film de vernis. Donc souvent, c'est réalisé via des tensioactifs, comme des sortes de solvants, de savon, qui permettent donc d'enlever cet encrassement de surface et ce qui rend du coup accessible le film de vernis pour réussir à le solubiliser de manière plus adéquate, ne pas partir dans des solvants non appropriés parce qu'un encrassement vient gêner justement l'action du solvant. L'allègement de vernis donc, se fait quant à lui au solvant, sous lumière UV. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit cette tonalité un peu bleue-verte. Le traitement il est fait sous UV parce qu'en fait il permet aussi de voir si l'allègement de vernis est fait de manière homogène et de voir s'il reste des résidus, si oui, c'est ça. Voilà. Donc là c'est un travail effectivement avec des gants parce qu'on travaille avec des solvants pour réussir à solubiliser cette résine. Alors, l'allègement de vernis ne se fait pas avec un produit miracle. En fait, il y a toute une batterie de tests qu'il y a à faire au préalable, du solvant le moins polaire vers le solvant le plus polaire. Donc, c'est des tests qui permettent de définir le solvant à utiliser, le mélange aussi, parce que souvent, c'est des associations de plusieurs produits, et le mode d'application, donc que ça soit par bâtonnet de coton, comme on peut le voir ici. Ça fait vraiment comme un coton-tige. Que ce soit par bâtonnet de coton, quelquefois par gel aussi, si on veut une action de solvant plus longue, enfin, que le solvant soit plus longtemps en contact avec le vernis, ou par compresse, pour vous donner quelques exemples. Donc là, ça a été fait donc, par coupée de coton, et voilà, ça a permis donc, de retirer l'ensemble du vernis à la surface de l'œuvre. Une fois le vernis retiré, il y a une étape de refixage. En fait, comme il y avait quelques petites lacunes en périphérie du tableau, pour être sûr que celle-ci ne se décolle pas à long terme, le refixage est fait avec de la colle de peau, là c'était dans ce cas présent, de la colle de peau de lapin. Je vous en ai ramené d'ailleurs, je vais vous faire passer.
Ça se présente, c'est un produit qu'on utilise toujours en restauration et dans beaucoup d'étapes. Ça se présente sous forme de grain qu'on fait gonfler dans l'eau et ça vous donne vraiment une gélatine. Quand elle est froide, qui est très gélatineuse, et après vous réchauffez ça au bain-marie et vous avez quelque chose de plus fluide qui du coup est utilisé. On met une petite goutte au niveau de l'écaille et avec une spatule chauffante, ça vient faire migrer en fait la colle entre la préparation et la colle pour assurer une bonne adhésion en fait de l'ensemble. Là c'est en blanc, c'est pour vous montrer. C'est vraiment du collagène de la viande. Donc ça c'est l'étape de retissage. Après vient l'étape de masticage. Donc c'est combler ces lacunes de couche picturale avec ce qu'on appelle comme un enduit, donc un mastic, qui est fait aussi à base de colle de peau de lapin et de carbonate de calcium. Donc c'est du blanc de meudon. Voilà. Je peux vous faire passer, après c'est pas extraordinaire. Donc une fois les mastiques réalisés, je pose un vernis sur l'ensemble du tableau. En fait, ce vernis a plusieurs fonctions. Déjà de saturer les couleurs de la peinture, d'isoler les mastiques et d'isoler aussi le reste des interventions de l'œuvre d'origine. Alors ça c'est en vue de faire les retouches. Donc les retouches... Vernis avant les retouches. Voilà, parce qu'en fait ça vous permet de faire un film intermédiaire entre l'œuvre de l'artiste et l'intervention du restaurateur. Ça permet aussi de saturer les couleurs, parce qu'en fait la peinture a perdu son vernis puisqu'il a été retiré et solubilisé. Donc ça permet de protéger la peinture, de faire un... En fait c'est toujours pour assurer aussi la réversibilité des interventions du restaurateur. Vu qu'il y a ce vernis intermédiaire, on ne touche pas à la peinture d'origine. Donc on pourrait éventuellement le retirer dans une retouche, restauration ultérieure, on pourrait éventuellement le retirer pour arriver à l'original. Voilà, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, une fois le vernis posé, c'est l'étape de la retouche. Donc la retouche, c'est la réintégration colorée, uniquement dans les zones lacunaires, donc les zones qui ont été comblées par des mastiques. Et dans le cas présent, vu qu'on avait des craquelures prématurées qui étaient très blanches, ça a été de les atténuer par un petit repiquage léger, de façon à ce qu'elles passent au second plan, qu'elles ne soient pas là, qu'on ne voit pas ça d'abord au niveau des tableaux. Alors au niveau de la retouche, il y a plusieurs techniques, plusieurs matériaux pour faire les retouches. Là, je vous ai ramené, c'est ma boîte de pigments. Donc, en fait, moi, j'utilise, selon les cas, donc, des pigments que je mélange avec ma résine de vernis que je choisis. Donc, si je veux une retouche plutôt brillante, satinée, mat, je choisis le vernis avec lequel je vais l'adapter. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les pigments. Et au niveau des vernis, alors maintenant on utilise beaucoup de vernis synthétiques qui sont considérés plus stables dans le temps, qui vont jaunir beaucoup plus lentement qu'un vernis à base de résine naturelle. Et ça se présente sous forme de petits granulés. Donc, vous voyez, c'est très blanc, très transparent, qu'on vient solubiliser donc, dans du solvant pour pouvoir l'appliquer après sur le tableau. Donc ça, ce vernis-là, c'est aussi bien en vernis intermédiaire, donc avant les retouches, qu'en vernis à mélanger avec les pigments ou en vernis final. Après, c'est à adapter en fonction de l'œuvre, du rendu. Voilà. Donc un tableau qui a été travaillé, il y a 3 couches de vernis. Il en a 2 en fait. Vous avez le vernis intermédiaire, d'origine, après ponctuellement les retouches, et après un vernis final qui vient protéger l'ensemble du tableau. Après, le vernis final est souvent appliqué par pulvérisation, donc c'est vraiment un film très fin. Et la concentration de vernis aussi est assez faible. C'est vraiment juste pour créer une isolation. La couche de vernis originelle. Non, on a enlevé celle-là. Et celle-ci a enlevé. Oui, il reste qu'un léger film, mais qui maintient en fait les pigments. Mais ça permet. C'est ça en fait, c'est l'enlèvement du vernis, l'allègement de vernis, qui permet aussi de retrouver une luminosité au niveau des tableaux, de retrouver les blancs. Souvent, tout ce qui est le ciel avec un vernis oxydé devient vert, parce que forcément le bleu et le jaune de l'oxydation du vernis font vert. Et quand vous enlevez ce vernis oxydé, on retrouve vraiment du bleu, ça remet vraiment en avant les couleurs et les contrastes en général. Est-ce qu'il peut expliquer que des fois le vernis final soit très brillant? Ça, c'est un choix, alors ça peut être plusieurs facteurs, soit le choix de la résine, parce que vous avez des résines de vernis qui donnent un rendu plus brillant, aussi l'épaisseur du vernis et sa concentration. Après, ça, c'est des choix aussi. Les gens qui sont motivés par quel
Alors, Quels critères? soit une demande parce que le tableau était déjà très brillant, donc on veut garder aussi ce côté-là, soit aussi des choix du restaurateur d'utiliser plutôt tel vernis que tel autre, mais en général un vernis est appliqué en accord avec, là ici dans le cas présent, avec les personnes, voilà, avec le musée. Il ne s'agit pas de faire en fonction de ses goûts, il y a aussi un respect à avoir. Mais si le tableau était déjà très brillant, on va rester sur un vernis peut-être un petit peu moins brillant parce qu'en fait le problème, quoique là la dimension est petite, mais sur des très grands tableaux par exemple d'église, si votre vernis est très brillant, vous allez peiner à avoir une bonne visibilité d'ensemble parce que vous allez avoir des reflets. Donc souvent maintenant on utilise quand même plus des vernis satinés de rendu. Après ça peut être lié aussi s'il y a eu plusieurs couches de vernis, enfin après voilà, il y a énormément de... Est-ce que c'est là où il y a deux écoles, enfin j'ai entendu parler de deux écoles, une école européenne et une école américaine qui sont un petit peu différentes? Alors je vous avoue... Des choses très neuves, alors que nous on aime bien des choses qui gardent un côté... Ils n'ont pas du patrimoine aussi ancien que nous en même temps aux États-Unis, mais après il y a aussi... ce qui est important et ce qu'on essaye de faire, en tout cas au sein de notre formation européenne, c'est de garder aussi une patine de l'œuvre. Il ne s'agit pas de remettre à neuf un tableau, il s'agit surtout de lui rendre un esthétique et il a sa patine. Les pigments ont été usés, les pigments sont peut-être atténués, l'intensité est peut-être atténuée avec le temps. Et ça, c'est à respecter, on ne va pas repeindre un tableau parce que la couleur est un petit peu plus terne. D'accord. Donc voilà pour le traitement de la couche picturale du tableau. Donc au niveau du cadre, celui-ci a été nettoyé donc, pour enlever cet encrassement qui s'accumule sur la dorure. Alors la dorure est très sensible, c'est une dorure à la détrempe et du coup c'est une dorure qui est très sensible à l'eau. Donc il faut utiliser tout ce qui est produit aqueux de manière très méticuleuse de façon à ne pas retirer la feuille d'or lors du nettoyage. Pour tout ce qui était frise lacunaire, vu que ces frises étaient en plâtre, j'ai procédé à un moulage par un silicone de la moulure existante sur lequel j'ai refait des reproductions en plâtre. Alors, j'ai pas le moule j'ai pas retrouvé le moule de ce cadre, mais je vous en ai ramené un pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, on crée une empreinte et après, dans cette empreinte, on vient filer du plâtre dentaire pour sa granulométrie très fine. Et cette pièce après est poncée et ajustée de façon à venir intégrer dans le cadre. C'est vraiment comme un petit puzzle. Donc ça c'est toute la partie empreinte et moulage. Après, donc, une fois que toutes ces parties lacunaires sont bûchées, il faut reposer de la dorure sur ces zones du coup en plâtre. Alors la dorure, à la détrempe, se pose, même que ce soit pour un cadre neuf ou en restauration, se pose de la même manière. Il faut d'abord appliquer ce qu'on appelle une assiette à dorer. Donc c'est un mélange d'argile et de colle de peau, donc en plusieurs couches. J'en ai pris là. Je vous fais passer en parcours. Ça c'est de la cère couleur rouge. Il en existe de différentes teintes. On avait de l'or, de la noire pour ce qui est de la pose de la feuille d'argent. Verte et bleue. Les plus connus, les plus récurrents sont quand même la rouge, jaune et noire. Donc en fait, cette assiette qu'on a posée donc, sur les bûchages, on vient ce qu'on appelle la chienner, c'est-à-dire la lustrer avec un pinceau à poil très raide qui va venir en fait écraser et un peu lustrer cette argile. Voilà, donc une fois que du coup ça prépare vraiment le support et on peut venir poser la feuille d'or. Alors la feuille d'or, donc elle a été posée à la détrempe, ça consiste à humidifier l'argile sur une petite zone, à couper son morceau de feuille d'or au format adéquat et venir la poser quand l'argile est encore humide, de poser la feuille d'or dessus. Et en fait c'est un phénomène de succion, c'est-à-dire que l'eau va pénétrer du coup dans les couches, la couche d'argile et va venir aspirer la feuille d'or qui va venir se plaquer du coup sur l'argile. Je ne sais pas si c'est très intéressant, je vous ai ramené parce que l'or ne se manipule pas à la main. C'est extrêmement volatile et très fin. Et si on la touche à la main, elle reste collée sur la main. Donc on manipule toujours une feuille d'or avec ce qu'on appelle
une palette adorée que j'ai ici. Bon, je vous fais passer aussi, comme ça vous pouvez voir. C'est assez vite. Une fois l'or posé, il faut réintégrer cet or neuf avec l'or environnement qui, lui, est patiné, a vieilli et légèrement usé. Donc pour celui-là, il y a différentes techniques. Ça peut être une usure, un petit peu de l'or, ça peut être de la brunir aussi avec une pierre d'agate pour lui rendre son brillant. Ça peut être aussi appliquer une couche de colle de peau qui va venir la mater, c'est-à-dire la rendre plus mate, et on peut aussi la pigmenter avec les pigments pour la salir et redonner l'illusion en fait de l'or ancien. Voilà, et la pose aussi en périphérie du cadre ce qu'on appelle une jaunissure. En fait, les cadres n'étaient pas dorés jusque sur les champs pour des raisons de coût. Et du coup, sur la périphérie des cadres, souvent c'était appliqué une jaunissure, donc c'est un pigment ocre mélangé dans de la colle qu'on venait appliquer pour donner l'illusion de cette dorure, mais sans non plus poser de la feuille compte tenu du coût de l'or. Donc voilà pour le traitement du cadre, je pense que j'ai tout dit. Donc là, vous pouvez voir donc, le tableau, le tableau donc, face et revers, après restauration. Alors pour compléter le traitement de restauration qui a été effectué, j'ai procédé à de conservation préventive, à savoir la sécurisation des clés par des petites languettes de papier craft qui viennent en fait maintenir les clés dans leurs encoches pour éviter que si jamais elles devaient se défaire, éviter qu'elles viennent tomber entre la toile et le châssis. Et au regard, on a aussi la pose d'un autre protecteur qui est dans ce cas-ci rigide. C'est une plaque de. Je vais plus retrouver le nom, de polycarbonate, qui vient du coup assurer un microclimat entre la toile et ce dos protecteur, qui vient empêcher aussi l'encrassement de venir s'accumuler au regard de la toile et qui évite, lors par exemple de manipulation, de venir donner un coup dans la toile. Ça protège vraiment le revers du tableau. Excusez-moi, c'est hermétique. Non, pas complètement. Sur les côtés, en fait, vous avez une lame d'air pour que ça puisse circuler. Après, on est dans des conditions de musée, donc on peut procéder à ce type de protecteur. Dans les églises, il vaut mieux prendre notamment des matières plus respirantes, parce que le taux d'humidité est beaucoup plus important. Donc dans ce cas-là, on utilise plus ce qu'on appelle un intissé ou un tivex, c'est des textiles qui laissent respirer et qui permettent quand même de protéger. Voilà. Mais non, il faut passer sur la périphérie. Donc voilà pour le traitement de ce tableau. Je pense que après c'est le suivant. Est-ce que vous avez des questions déjà pour celui-ci? Ça va pour le moment? Alors maintenant je vais vous parler, alors ça c'est un traitement qui est très différent du premier. C'est du tableau d'Alfred Smith. Ça représente la vallée de la Cédelle en automne, et il a été peint vers 1930. Alors ce tableau, le cahier des charges demandait une stabilisation de l'œuvre en vue de son prêt pour une exposition qui a eu lieu à Rueil-Malmaison, qui représentait justement les peintres de la vallée de la Creuse. Alors, je vais vous faire un petit constat d'état assez bref, maintenant vous avez compris quand même le principe. Donc voilà, on peut voir l'œuvre avait déjà son dos protecteur, ça c'est déjà présent au sein du musée. Donc on peut voir, voilà, c'est une toile qui est tendue sur un châssis avec une traverse de renfort en croix. Il y a la présence des clés, donc on a affaire à un châssis mobile. Il n'y avait pas de dégradation particulière au niveau du support, il était plutôt bien conservé, quelquefois juste un petit dépoussiérage à effectuer pour assurer plus une conservation préventive. Le problème était surtout présent sur la couche picturale. En fait, cet artiste, pour certaines de ses œuvres, une association de craie grasse et de peinture à l'huile, qui du coup engendre, et il travaille aussi avec beaucoup de matière. On peut voir, vous verrez après sur le tableau, c'est vraiment très empâté et une très grosse épaisseur de couche picturale. Et en fait, du coup, ça engendre des dégradations et notamment un réseau de craquelures assez important. Et vu que la couche picturale est très épaisse, ces craquelures contraignent la toile et se soulèvent. Alors, donc, ce qui a été demandé, c'était de stabiliser en fait l'œuvre pour pas que les craquelures continuent que les craquelures se déforment pas, que la couche picturale craquelée ne se déforme pas en cuvette.
coup engendrer des pertes de matière. Donc voilà, c'était ça au niveau de la problématique. Du coup, ce qui a été fait, comme le tableau a été traité en atelier, pour assurer son transport en toute sécurité, j'ai procédé à ce qu'on appelle un facing. En fait, il y a une protection de surface qui est réalisée ici. Donc, c'est des morceaux de papier de soie qui sont collés avec un adhésif acélose, fameux, et qui permet en fait de maintenir les craquelures et les écailles entre elles pour être sûr de ne pas avoir de perte de matière lors de leur transport, parce qu'il y a des vibrations, et même au niveau des manipulations. Je vous ai ramené ce que c'est le petit papier de soie. Voilà, c'est vraiment très fin, c'est vraiment assurer sa conservation le temps du transport en atelier. Donc une fois en atelier, mon œuvre a été dépoussiérée. C'est du coton ou du lin, cette toile? Comment La toile est en coton ou en lin? Je sais plus. Je vous avoue, je pense que c'était du lin. Mais je ne sais pas si je l'avais dans le dossier. J'ai pas noté, je pourrais regarder après, on regardera ensemble si vous voulez pouvoir. En fait, c'est un papier sur lequel je pose ce petit papier sur la surface de la zone à stabiliser. Ouais. Et je viens après dessus appliquer mon adhésif. Donc là, c'était de la tylocée, en fait, une colle très légère en milieu aqueux et qui permet du coup de faire, comme le papier de soie est très fin, en fait, il y a une pénétration de cet adhésif. Et après, ça se retire facilement. Ouais. Voilà, juste après, ça se retire par... Non, justement, c'est vraiment des matériaux utilisés pour justement préserver les œuvres et qu'ils soient compatibles avec l'œuvre. Voilà, c'est un papier, papier Japon. Papier japonais, ouais. En fait, il y a différents papiers avec lesquels on peut faire ça. L'avantage, en fait, c'est que souvent le papier de soie, celui qu'on voit dans le commerce, c'est qu'il y en a un côté qui est brillant et qui, du coup, empêche en fait l'adhésif de le traverser, gêne un peu plus. Et donc là, on a vraiment quelque chose de neutre, un pH neutre aussi pour ne pas créer d'interaction avec l'œuvre. Donc ces papiers-là ont été retirés une fois en atelier, en humidifiant justement la zone. Et j'ai pu procéder au refixage qui s'est passé en 2 temps. Donc d'abord un refixage par la face, en appliquant l'adhésif au niveau des interstices pour qu'elle pénètre, et avec ma petite spatule chauffante on tente justement continuer de pénétrer l'adhésif entre la couche picturale et la toile. Ce qui m'a permis déjà de fixer, ce qui m'a permis de reprendre la tension de la toile, parce qu'en fait, on va le voir sur l'autre photo, c'est que les craquelures et l'empattement est tellement important que du coup il déforme le revers de la toile, ce qu'on peut voir ici. On voit vraiment que la toile est entraînée dans la craquelure de couche picturale. Donc vu que j'avais refixé, j'ai pu reprendre la tension, donc du coup de retrouver une planité au niveau de la toile. Et après ce que j'ai fait compte tenu caractéristique de cette œuvre, j'ai réalisé ce qu'on appelle une imprégnation par le revers. C'est un refixage par le revers pour assurer encore mieux le maintien de la couche picturale sur la toile. Donc en fait, c'est un adhésif que je pose au revers de la toile qui va migrer dans les creux de la toile, donc les creux du tissage, et qui va venir du coup assurer une meilleure consolidation. Donc voilà ce qui a été fait, c'est vraiment juste, il n'y a pas du tout de restauration, les craquelures sont encore présentes et sont encore visibles, mais l'œuvre est stabilisée et ne risque pas de perdre des matières. Et la preuve, elle est revenue d'exposition et elle est encore, elle est en or. Donc si le musée avait plus d'argent, il aurait pu faire une restauration complète. Après, les craquelures, ça fait partie des marques sur un tableau. En fait, on ne va jamais effacer les craquelures d'âge ou les craquelures comme ça. Ça fait partie de l'œuvre et de son vieillissement des matériaux. Donc, on ne va jamais boucher ces zones-là. Ça serait resté dans tous les cas. Après, peut-être pousser certains points. Compte tenu de la technique particulière de l'artiste, il y a quand même pas mal d'inconnus, donc il faudrait alors dans ce cas-là faire des recherches, des éprouvettes pour tester après, avec quel mastic, comment la toile bouge. Il y aurait des choses à approfondir avant de faire un traitement continu.
Je vais vous parler ensuite donc, de cette toile donc, d'Armand Guillaumin, donc les collines d'Anzère. Alors lui aussi c'était pour partir en exposition à Rueil-Malmaison dans le cadre de l'exposition des peintres de la vallée de la Creuse, donc avec son voisin. Celui-ci, c'était une reprise de l'attention parce que la toile présentait ce qu'on appelle un fluage, donc la toile de l'attention n'était pas optimum, et donc du coup, via les vibrations d'un transport, ça peut toujours, avoir des risques de perte de matière. Et il y avait un petit enfoncement en partie basse. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Ici, on avait une déformation du support, comme si un objet par le revers avait appuyé et créé justement cette déformation. Donc du coup, au niveau du traitement de ce tableau, c'était un dépoussiérage de l'ensemble, donc toujours à vérifier s'il n'y a pas des petits scrupules situés en partie basse du tableau. Et le traitement de la déformation, qui a été fait en fait par humidification de la zone et par mise sous poids, ce qui a permis en fait de retrouver une planalité et la reprise des tensions via les clés présentes au revers du châssis. Ah oui, et ce tableau n'avait pas de dos protecteur, donc en vue de son transport, il y avait aussi la pose d'une plaque au revers, comme ce que vous avez pu voir pour les deux précédents tableaux. Voilà. Et donc voilà comment sont passées les restaurations. C'était pour vous montrer aussi qu'il y a différents degrés d'intervention au musée, que ce soit des restaurations complètes, que ce soit aussi pour assurer la conservation de l'œuvre, que ce soit parce que ça part en exposition, et que tout est bon à faire, parce que c'est vrai que plus on prend tôt une restauration, et moins vous allez avoir de dégradation, vous allez plus vite stabiliser l'œuvre, et du coup le coût est moindre. Mais ça n'empêche effectivement que restaurer, ça a aussi un coût pour le musée, qu'il n'y a pas forcément non plus les budgets sont toujours compliqués pour tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas le musée est toujours actif sur ce point-là, puisque vous avez lancé aussi encore un appel à candidature justement pour des projets de restauration, notamment tableau. Oui, ça peut se passer la question. Oui, dans la... Alors c'est très variable parce que... 1, 2 et 3, ça représente à peu près combien? Est-ce que j'ai le trouvé ça secret? Pour moi non, après pour vous je ne sais pas. Je prenne mon ordinateur, je ne sais plus les montants. Alors pour les deux tableaux de paysage, on était sur 500-600 € à peu près, je crois. Je sais plus. Et pour le Roudère, on devait être peut-être 2000. Ouais, entre 1500 et 2000. Ouais. C'était 1500 et 2000 pour le portrait. Et pour les deux paysages, c'était entre 5 et 600 €, puisque c'est des interventions un peu moins importantes. Pour le portrait, pour retirer le vernis, il y a beaucoup d'heures de travail. Oui, et en fait c'est tout mis bout à bout, pris beaucoup d'heures de travail. Après, dans le devis, ça prend aussi en compte les matériaux, notamment la feuille d'or dans le cas présent. Ça prend en compte l'assurance, parce que effectivement, quand le tableau est au sein de l'atelier, j'assure les œuvres pour s'il devait y avoir un dégât des eaux, un incendie, un accident, je ne sais pas. Ça prend en compte le transport, un rapport aussi, ce que je vous ai expliqué, je vous en ai ramené d'ailleurs, un rapport qui reprend, je vous avais expliqué, donc tout l'état sanitaire de l'œuvre avant traitement, tout le traitement opposé, les produits, donc ça comprend ça. Et voilà, il y a des choses effectivement en restauration qui sont très visibles, un allègement de vernis, effectivement, ça se voit. Après, il y a des interventions moins visibles, mais qui sont essentielles pour préserver l'œuvre. Un nettoyage du revers, consolider une toile qui peut être oxydée, même si on ne le voit pas quand on regarde la peinture. Donc voilà, toutes ces opérations, effectivement... L'espérance de vie d'une restauration. Normalement, on dit que il me semble que c'est plus ou moins 100 ans. Mais après, ça dépend aussi... ce qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est les conditions de conservation. Parce qu'un tableau qui est conservé dans un musée où effectivement l'humidité est stable, la température, c'est pas forcément mieux vieillir qu'un tableau qui dans une église, mais après ça reste stable, mais c'est frais et très humide. Mais voilà, ça dépend aussi de ça en fait. Si vous avez, si par exemple le tableau chez vous est à côté d'un poêle à bois, forcément ça va s'encrasser, il y aura des contrastes de température. L'humidité
réalité, l'extrême chaleur est beaucoup plus dangereuse que le froid. En fait, ce qui est dangereux pour une œuvre, c'est des écarts importants d'humidité et de température. Après, si par exemple, on va dire chez vous, vous avez un tableau qui fait tout le temps 28 degrés, voilà, le tableau s'est stabilisé à cette température-là. Si par contre, du jour au lendemain, vous passez à 5 degrés et après à 40, effectivement, c'est ces variations-là, parce que des matériaux bougent en fait. Votre toile, elle va, s'il fait par exemple sec, elle va se rétracter, s'il y a de l'humidité, elle va gonfler, et donc ce jeu, si la couche picturale est un peu raide, peut engendrer des craquelures, des pertes de matière, etc. Et après, il y a le vieillissement aussi des matériaux. Au bout d'un moment, une toile va s'oxyder, va devenir cassante et friable, et dans ce cas-là, il faut venir soit potentiellement la doubler, c'est-à-dire recoller une toile au revers pour assurer sa conservation. D'où l'intérêt des nouvelles réserves, dans lesquelles il sera beaucoup plus facile de maîtriser les variations d'humidité et de température. Vous imaginez avec la météo qu'on a eue ces derniers temps, voilà, il pleuvait des cordes il y a une semaine, aujourd'hui on sue tout ce qu'il a plu il y a une semaine, et du coup en réserve on contrôle 2 fois voire 3 fois par jour l'humidité et la température pour varier. Enfin, pour justement limiter les variations et éviter qu'il fasse trop sec, qu'il fasse trop humide. Donc avec les nouvelles réserves, ce sera plus simple. Moi j'ai constaté en vivant très longtemps en pays extrêmement chaud, hyper humide au bord de la mer, à Rio de Janeiro, une dégradation très forte des tableaux, mais que les locaux expliquaient par la qualité de la peinture. Ils expliquaient que notamment les peintures du 19e français avaient énormément de mal à résister. Et en effet, les peintres français, il y a de très belles écoles de Crozon à Rio de Janeiro, et elles sont en mauvais état en général, parce qu'elles subissent visiblement des chocs thermiques et la présence de la mer, une humidité extraordinaire. Puis vous savez, la climatisation. Et la climatisation. Alors effectivement, après, ça rentre en jeu, effectivement, les matériaux que l'artiste va utiliser, et puis aussi le savoir-faire de la mise en place d'une peinture, où effectivement les techniques anciennes, on avait vraiment ce très rigoureux, des recettes bien appliquées. Maintenant, notamment avec l'art contemporain ou les œuvres beaucoup plus récentes, les artistes expérimentent énormément de choses, et donc avec des matériaux plus ou moins de bonne qualité, et donc du coup ça peut être aussi une problématique. Après vous avez effectivement, comme vous le mentionnez, les problématiques liées à l'environnement. Alors après c'est moins en tableau, mais par exemple à Marseille, ils ont des problèmes avec les sels qui reviennent sur les bâtiments, et c'est aussi un des problèmes de dégradation. À La Réunion, j'ai une collègue qui est là-bas, c'est les problèmes d'humidité, et du coup il y a énormément de produits qui moisissent et qui pourrissent et qu'elle ne peut pas utiliser. Donc du coup sa gamme de produits pour restaurer une œuvre est beaucoup plus réduite, parce qu'il faut prendre aussi en compte effectivement ça. Bon. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, sur la photo, vous pouvez remarquer que le papier bulle est rose. Et Clémence a expliqué le jour où elle est venue qu'en fait, c'est pas juste qu'elle aime particulièrement le rose, c'est que c'est du papier bulle spécial qui est antistatique. Oui, c'est ça. C'est vrai que souvent ça surprend. Et du coup, vous pouvez voir sur le côté, on a laissé les emballages qui nous servent à transporter les tableaux sur une courte distance. Donc vous avez une première couche de Tyvek qui est un anti-C neutre. Après, on met un papier bulle au cas où il y a des chocs. Et du coup, grâce à ce papier bulle antistatique, Clémence n'a pas besoin d'ajouter une couche de Tyvek. Petit truc de restaurateur que j'ai appris. En fait, si on garde un tableau, on va aller dans du papier bulle ordinaire, on fait une erreur. Oui, parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir une vente, mais même que ce soit ordinaire ou pas, ça ne va pas respirer. Voilà, ce que dit madame, c'est vous êtes dans un environnement confiné, parce que c'est du plastique, donc ça ne respire pas. Il faudrait effectivement éviter ce genre de conservation. À long terme, en tout cas. À long terme, oui. Merci encore une fois pour cette exposé très intéressant. Vous avez peut-être encore quelques questions. Je suis sûre que vous avez installé à Saint-Amand en libéral. Oui, c'est ça, je suis en indépendante. Oui, c'est ça. On pourra avoir vous avez des cartes. Oui, je peux.
Il n'y a pas d'autres questions. J'en mets là. Oui. N'hésitez pas du coup si vous voulez voir les œuvres aussi, voilà, à discuter avec Yvan, aller voir les œuvres. Si vous souhaitez adhérer à la Société des Amis du Musée, il y a quelques flyers également, donc n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous du coup fin septembre pour le prochain rendez-vous du musée. Et l'information vous sera diffusée par les moyens habituels. Si jamais vous ne recevez pas encore les mails et que vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail. Et voilà, n'hésitez pas à continuer à profiter des tendances et des tableaux ce soir. Merci pour votre présence et à bientôt. Merci de votre attention. À ramener, si vous voulez, un exemple de cahier des charges. C'était pour le tableau justement de Fernand Cormon, pour que vous puissiez voir effectivement ce que le musée fournit aux différents restaurateurs pour les explications de la nôtre. C'est ça,